Merci d'être venus nombreux pour cette matinée de travail dans laquelle effectivement on a la chance d'avoir des spécialistes qui vont vous parler effectivement des enjeux de cette année 2020 à différents niveaux et en particulier au niveau international, puisque vous allez le voir, c'est une année importante pour la biodiversité et on a souhaité effectivement que vous puissiez en comprendre la mécanique un peu complexe. Et donc à travers nos 4 intervenants que je remercie, et je remercie tout particulièrement Sandrine Bellier qui a monté cette réunion, qui avec son entre-gens a réussi effectivement à mobiliser ce qu'on faisait de mieux sur la place de Paris. Bonjour à tous. Alors comme l'a souligné Bernard Chevalier-Louis, 2020 c'est une année un peu particulière. Il y a plusieurs événements et c'est pour ça qu'on a appelé cette conférence 2020 « Ou jamais pour sauver la biodiversité et l'humanité ». Une année particulière parce que la stratégie mondiale pour la biodiversité, l'engagement des États, les trajectoires pour préserver la biodiversité ont lieu tous les 10 ans. Et la dernière stratégie internationale pour la biodiversité, qui ensuite a été transposée en France, la stratégie nationale pour la biodiversité, elle date de 2020. Et en 2030, donc les États vont faire un bilan de l'avancée de leur engagement. Et puis, éventuellement, décider d'une nouvelle trajectoire, prendre de nouveaux engagements. Et c'est ce dont va nous parler l'ambassadeur Jan Verling. Donc cette dimension et aujourd'hui où est-ce qu'on en est en vue de cette conférence internationale de l'ONU qui aura lieu en Chine à la fin de l'année 2020. Et puis d'ici cette conférence internationale, on a un événement en France, un autre événement international qui se tient en France, qui est le congrès de l'Union internationale de conservation de la nature, dont le directeur Sébastien nous exposera un peu aussi les enjeux, le fonctionnement. Et puis pourquoi se mobiliser? Eh bien, notamment parce que la biodiversité ne va pas bien. On a eu un rapport, le premier rapport de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, en mai 2019, et qui nous a fait un état des lieux qui n'est pas forcément très réjouissant. Et ça, c'est Jean-François qui va nous exposer cet état des lieux, mais aussi les solutions et pourquoi il est encore important de se mobiliser et comment. Et puis enfin, avec notre directeur général délégué à la mobilisation de la société à l'Office français de la biodiversité, Christophe, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, eh bien, on pourra parler de la manière dont on va pouvoir se mobiliser tous ensemble tout au long de cette année. Vous voyez, on va partir de l'international pour arriver sur le chemin de savoir comment chacun d'entre nous, eh bien, on va pouvoir agir en 2020. Et donc, pour commencer, nous fixer le cadre général. Monsieur l'ambassadeur, cher Yann, tu as la parole. Bonjour à toutes et à tous, et je suis très content d'être ici. Alors, j'ai peut-être 10 points là, que j'ai notés pour essayer d'être synthétique, parce que si je commence à aller dans le détail de ce qu'on fait au niveau international, vous allez vous y perdre. Et moi aussi, d'ailleurs je m'y perds un peu de temps en temps. C'est une complexité folle, mais on va essayer d'être synthétique. Alors d'abord, comme l'a dit Sandrine, les enjeux internationaux de biodiversité, c'est des rendez-vous réguliers. Le point de départ, c'est les sommets de la Terre. Il y a 50 ans, en 2022, on fêtera les 50 ans Stockholm. Le démarrage vraiment des conventions climat, biodiversité, des certifications, c'était 92. Donc en 2022, on fêtera les 30 ans des conventions climat, biodiversité, des certifications, pour ne parler que des conventions cadres, comme on dit. Donc la convention biodiversité, elle arrive à son échéance et à son terme en 2020. Pour faire simple, c'est un peu comme la convention climat qui était arrivée à son terme en 2015 et qui a justifié la COP 21 à l'époque pour le climat. Donc la fin 2020, on est dans le même schéma. On va devoir renouveler un cadre international d'entente sur la préservation de la biodiversité. Alors, donc, du coup, peut-être un petit mot sur le bilan de la dernière convention, puisqu'on arrive à son terme. Là, certainement que Jean-François ou d'autres pourront également en dire un mot, mais le bilan de l'IPBES,
le GIEC de la biodiversité qui s'est réuni l'année dernière à Paris, à l'UNESCO, qui a rendu son rapport sur l'état de la biodiversité, a aussi fait un bilan de la Convention et des accords passés, notamment des objectifs d'Aichi, qui était donc ce qui avait été décidé il y a 10 ans, qui étaient 20 objectifs qui étaient assez détaillés, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, le bilan de l'IPBES, c'est de dire que globalement, c'est un échec. Pour faire simple, globalement, c'est un échec. Nous n'avons pas atteint les objectifs d'Aichi et la biodiversité a continué de décroître. Encore une fois, je ne vais pas aller dans ce détail-là parce que d'autres le feront après moi, mais grosso modo, moi, le chiffre qui me marque le plus, toujours, parce que j'ai 49 ans, et donc au cours des 40 dernières années, c'est-à-dire depuis que je suis né, un peu plus que depuis que je suis né, on a détruit 60% du monde sauvage. Donc c'est moi. C'est moi qui ai fait ça, enfin quand je dis moi, c'est ma génération, c'est nous. On a fait ça en 40 ans, 60% du monde sauvage, donc c'est effarant. D'ailleurs, quand je le dis à des assemblées moins averties, les gens ne me croient pas. Ils pensent que c'est pas possible, mais pourtant c'est la réalité. Alors, donc les causes, on les connaît. Les causes qui sont aujourd'hui sur la table internationale et des négociations internationales, les causes auxquelles on doit s'attaquer, les 5 causes. Changement d'affectation des terres, pollution, changement climatique, dans l'ordre, je ne le dis peut-être pas juste, quoique changement climatique, ça commence malheureusement à monter, espèces invasives, et le 5e, exploitation de surpêche, donc celui-là par contre il y a une pollution. Donc c'est donc les 5 chantiers sur lesquels nous travaillons au niveau international. Donc je reviens d'une semaine à Rome, j'y étais encore hier soir, d'ailleurs ils finissent leurs travaux ce matin. À Rome, on a une session, un round de négociations internationales sur cette future convention cadre. C'est le 2e round, on en aura un 3e à l'été, et puis après on aura la convention qui se réunira fin octobre à Kunming en Chine. Alors peut-être. Même si malheureusement le virus se répand tellement qu'après il n'y aura plus d'embrasseaux préservés, donc on va peut-être quand même se réunir à Kunming, même si il y aura des virus partout. Mais donc on a fait cette seconde session de travail à Rome cette semaine, que j'ai un petit peu du mal à vous résumer ici, en avant-première presque d'une certaine manière. Grosso modo, ce que j'en retiens moi, c'est que d'abord l'état d'esprit général nous a plutôt, enfin là aujourd'hui, par rapport encore en comparaison au début de la semaine, l'état d'esprit général me rend plutôt optimiste, raisonnablement optimiste, parce que on avait un document qui nous était présenté par le secrétariat de la Convention, qui était un document qu'on craignait voir balayé, avec une remise à plat complet, donc beaucoup de perte de temps, et le document n'a pas été balayé. Donc on est resté sur la base du document qu'on a entre les mains. Même des pays comme le Brésil, dont on sait être virulemment contre tout accord international sur la biodiversité, qui pourtant est membre, ce qui n'est pas le cas des États-Unis, n'a pas balayé le document. On a même réussi à ne pas contester un certain nombre de chiffres qui sont dans le document, dont les fameux 30% d'espaces protégés à l'échelle planétaire. Donc plutôt bonne nouvelle. Après, il y a beaucoup de choses qui évidemment nous inquiètent. Par exemple, il y avait dans le document un objectif qui ciblait au titre des pollutions très clairement les pesticides et les plastiques. Il y a une tentative, malheureusement je ne suis pas sûr qu'elle n'aboutisse pas, il y a une tentative de supprimer ces mots, dire les pollutions sont responsables de la perte de biodiversité, sans citer ces deux exemples, parce qu'il y en a d'autres évidemment. On dit ouais, il y a aussi les pollutions sonores, il y a aussi les pollutions lumineuses, certes, mais ok, mais il y en a quand même 2 majeures. Donc on s'est un peu battu pour maintenir ces 2 mots. Pour le moment, ça c'est pas gagné. C'est pour l'esprit général. Donc dans le détail de la négociation, pour que vous sachiez un petit peu la structure du document sur lequel on travaille, on va s'attaquer, on va essayer de définir, c'est vraiment d'une complexité que nous on aimerait un petit peu simplifier. Il y a des objectifs généraux qui est à 2050 faire en sorte qu'on vive en harmonie avec la nature. Ça c'est des grands mots. Après on descend dans le détail avec une mission
qui là aussi est un peu général. Et puis ensuite, on commence à arriver sur des objectifs un petit peu plus précis, parmi lesquels il y a des débats sur quels sont les objectifs qu'il faut retenir. Il y a une volonté de faire en sorte qu'on soit le plus précis possible à 2030. Donc il y a des débats sur l'objectif, la question de se doter d'un objectif sur les espèces. Donc faire en sorte que, par exemple, on s'engage en 2030 à faire en sorte que le nombre d'espèces en danger arrête d'augmenter, que c'est un nombre qui se stabilise pour qu'on revienne à une baisse sensible du nombre d'espèces en danger d'extinction après 2030, retrouver une courbe raisonnable. Donc, ces objectifs sont en débat. Et puis ensuite, le plus intéressant, j'allais dire, c'est qu'on entre... par contre, dans les objectifs, on a aussi, par exemple, cet objectif de 30% de la planète qui pourrait être protégée d'ici 2030. Puis après, on entre dans le détail plus intéressant, je trouve, des cibles, ce qu'on appelle les cibles. En fait, c'est des actions bien précises. Là, on commence, il y a une vingtaine. Alors, ça nous rappelle les objectifs d'Aichi, mais on a une vingtaine de cibles qui sont dans ce document. Et qui vont là justement sur les pesticides, sur les plastiques, sur un certain nombre de pressions que j'ai listées tout à l'heure. Alors, un des débats aussi qui existe et qui a existé pendant la semaine, et là c'est un peu plus polémique, c'est de faire le lien entre ce qu'on va décider à la fin de l'année et ne pas se rester en bulle et faire le lien avec toutes les autres conventions qui parle de biodiversité. Ça peut paraître surprenant, mais ça n'est pas d'une fluidité totale. On a la convention CITES, par exemple, qui s'occupe de limiter le commerce des espèces en danger. On a la convention sur les espèces migratrices, qui vise à faire en sorte que des pays qui sont traversés par une espèce, je ne vais pas entrer dans un débat national là aujourd'hui, mais des espèces qui traversent plusieurs pays soient protégées par tous ces pays. Voilà. On va pas parler de chasse. Hein? On parle pas de chasse alors. Ah si, la Convention espèces migratrices parle de ça, bien sûr. Mais il n'y a pas qu'à travers la France que passent des espèces migratrices. Il y a beaucoup d'autres pays de la planète qui se traversent par des espèces migratrices, donc ça vaut le coup de faire un accord international. Il y a la Convention Ramsar, enfin, il y a beaucoup de conventions internationales qui traitent de questions de biodiversité et qui ne sont pas forcément extrêmement, de manière très fluide, connectées à cette convention cadre. Donc c'est un débat en soi de faire en sorte que ça se connecte mieux avec une vision que moi j'ai avancée, qui est de dire il y a une convention cadre et ensuite il doit y avoir peut-être un maintien de ces conventions précises, mais qui doit y avoir des conventions opérationnelles directement liées à la convention cadre. C'est des conventions qui mettent en œuvre un certain nombre d'éléments de cette convention cadre. Mais la mise en œuvre de la convention cadre, elle ne nécessite pas seulement que les conventions biodiversité, évidemment, deviennent des éléments opérationnels, elle nécessite aussi que d'autres conventions environnementales, évidemment, soient connectées. Je pense à la principale d'entre elles, la convention climat. Et là, alors là, on ouvre une boîte polémique, vraiment, parce que d'abord, on a des partis, quand on dit des partis, c'est des États, qui sont complètement contre le fait que, évidemment, on parle de climat quand on parle de biodiversité. Les États-Unis, par exemple, alors qu'ils ne sont pas signataires des dites conventions, mais ils ne veulent pas, ils sont comme observateurs, donc ils sont quand même là dans les couloirs, ils ne veulent absolument pas qu'on parle de climat. Le Brésil ne veut pas qu'on parle de climat. Donc, on a des opposants assez irréductibles, et puis on a des technocrates un peu rigides qui disent non, mais la convention climat a son propre fonctionnement, la convention biodiversité a son propre fonctionnement, donc on a des arguments technocratiques qui sont assez insupportables. Donc nous on plaide vraiment, quand je dis nous c'est évidemment la France et l'Union européenne aussi, on plaide pour qu'il y ait une jonction beaucoup plus forte avec la convention climat. Alors notre espoir c'est que, comme vous le savez peut-être, la prochaine convention climat va être accueillie à Glasgow par les Anglais en novembre. Et nos discussions avec les Anglais nous montrent qu'on est totalement en ligne, on est totalement en phase. Ils veulent porter les questions de nature dans la Convention climat, la protection de la nature pour eux, ils l'ont compris comme nous, est évidemment un puissant accélérateur de réduction des gaz à effet de serre, d'adaptation, d'atténuation. On le dit d'ailleurs dans le document qu'on travaille aujourd'hui dans la CBD, dans la Convention biodiversité, que la protection de la nature pourrait contribuer jusqu'à 30% aux efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Donc c'est dire que voilà, protéger la nature, eh bien, c'est évidemment contribuer à l'effort climatique par ailleurs. Et je dois dire que franchement,
tout le monde n'est pas convaincu de ça, notamment dans la sphère climat, et on a beaucoup de gens qui sont sceptiques sur cette question. J'allais encore ajouter un point. Il faut me dire quand je commence à approcher des... 10 minutes, c'est bon, quand on a encore 5 minutes. Très bien. Alors, haute connexion avec d'autres sphères internationales et d'autres accords internationaux, ce sont évidemment les accords commerciaux. Alors là, on touche encore à un truc plus lourd, mais tout aussi fondamental. La France a commencé à envoyer des coups de boutoir sur cette question-là avec le climat en disant nous ne signons pas d'accords commerciaux avec ceux qui ne respectent pas l'accord de Paris. L'étape d'après, ce sera de dire on ne signe pas d'accords commerciaux avec ceux qui ne respectent pas la Convention biodiversité. C'est évidemment lourd, mais c'est indispensable puisque c'est évidemment des activités économiques et commerciales qui sont les principales causes de perte de biodiversité. C'est pas des activités, on va dire, de niche dont on se ferait plaisir à en parler. L'autre gros volet de travail, et on était à Rome cette semaine, on s'est réunis dans une enceinte qui est extrêmement symbolique, on s'est réunis à l'Organisation mondiale pour l'agriculture et la nourriture, la FAO. Parce que là, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'il va falloir que les modèles agricoles changent profondément. Et donc, ce sont ces organisations internationales qui doivent évidemment avoir de nouvelles impulsions, de nouveaux discours qui ne soient pas purement sur la production alimentaire, mais qui soient sur une production alimentaire qui considère la nature, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Le nouveau directeur général qui vient d'être nommé, qui est un Chinois, ne tient pas ce discours, donc il y a vraiment du travail. Et puis à l'échelle européenne, on le sait, on a évidemment un chantier énorme qui est devant nous, qui va être d'adapter la PAC à ce qu'on va décider au niveau biodiversité. Il va y avoir de déphasage entre les deux, ça rendrait évidemment nos objectifs biodiversité totalement inefficaces. Je voudrais faire un petit focus sur les 30%, parce que la France bat beaucoup sur les 30%. Pourquoi? Parce que d'abord, les scientifiques et les experts nous invitent à le faire, à protéger 30% de la planète, nous invitent du coup à le décliner évidemment en stratégie nationale. Donc vous avez vu que le président de la République a pris cet axe-là et cette priorité-là, et régulièrement nous décidons de nouvelles aires protégées. Le combat n'est pas gagné au niveau international. Cette semaine, j'ai fait beaucoup de, comment on appelle ça, des bilatérales, c'est-à-dire j'ai discuté avec beaucoup d'autres partis, d'autres pays pour voir s'ils étaient prêts, comme nous, à s'engager sur les 30%. Il y a beaucoup d'objections à ça, parce que beaucoup de pays se disent ben, « moi, je ne peux pas faire 30% chez moi, j'ai plus la surface ». Donc bon, on essaie de voir comment on peut être sur un programme de restauration des terres avec eux. Beaucoup de ces pays sont des pays pauvres, donc ils nous demandent évidemment de l'argent pour le faire. Donc il y aura des questions de financement derrière. Et puis il y a des pays qui, évidemment, le disent pas comme ça, mais sur la partie marine, puisque c'est 30% d'air protégé terrestre et 30% d'air marine. Sur le volet marin, il y a évidemment des grands pays pêcheurs qui se posent des questions sur ce que ça veut dire de protéger 30% de leurs eaux territoriales. Est-ce qu'ils ne devront plus du tout pêcher dans ces eaux territoriales, ou est-ce qu'au contraire, enfin pas au contraire, mais est-ce qu'on peut imaginer une pêche durable dans ces eaux territoriales? Donc, voilà, c'est des discussions ouvertes, mais c'est vrai que si on veut atteindre ces 30%, évidemment il y a un gros volet de négociations qui va devoir s'ouvrir. La justification de mettre un peu de focus sur les 30%, c'est de dire que sans être pessimiste, quand même, arrêter de mettre des plastiques dans les océans, changer le modèle agricole, arrêter avec les pesticides, etc., ça va prendre un peu plus que 10 ans. Soyons réalistes. Ça va prendre un peu... je parle au niveau planétaire, au niveau français déjà, et alors au niveau planétaire encore davantage. Donc il y a vraiment un enjeu d'urgence de protéger un certain nombre d'espaces, notamment en se focalisant sur les écosystèmes les plus riches en biodiversité. Donc il y a urgence à protéger des écosystèmes pour que la biodiversité trouve un refuge en attendant qu'on ait réglé tous les autres problèmes. Donc ça, on commence à se mettre un peu d'accord là-dessus, même si le taux de 30% pourrait à la fin être un peu difficile à atteindre, mais quand même, on commence à se mettre d'accord là-dessus. Autre point, et je regarde Sandrine du coin de l'œil qui dans 3 minutes. Autre point important, on a un gros deal à construire avec les pays entre les pays développés d'un côté, nous, les bailleurs comme on dit, ceux qui mettent l'argent sur la table au niveau international, l'Allemagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, enfin les pays qu'on dit développés, le G7 et un peu plus.
Nous, les pays développés, qui mettons l'argent sur la table, on a un nouveau deal à trouver avec les pays en développement. Comment on dit sobrement, les pays pauvres. Ce deal, c'est de dire, ok, vous nous demandez plus d'argent, et c'est tout à fait normal, parce qu'évidemment, la protection de la planète, vous pouvez nous dire, ok, mais vous n'avez peut-être pas les moyens de le faire. On leur dit, ok, nous, on va y réfléchir, on va certainement mettre de l'argent supplémentaire sur la table, de l'argent public, de l'argent pour financer, notamment ces 30%, mais pas seulement, toutes les mesures sur lesquelles on va se mettre d'accord à la fin de l'année. Mais en contrepartie, vraiment, on veut de l'efficacité. C'est-à-dire que l'argent, on est prêt à le mettre, mais on le sait, enfin Sandrine le sait aussi, elle a été dans ces négociations internationales aussi, et dans ce bain international, beaucoup d'argent souvent est mis sur la table, et il n'y a pas d'efficacité derrière. Ça ne marche pas. Donc on a besoin de monter, chacun faire un effort, nous en mettant plus d'argent sur la table, et les pays pauvres, être plus en capacité de mettre en place les outils de gouvernance, de mettre en place les outils de vérification, de mettre en place sur le terrain les outils de mise en œuvre vraiment de la protection de la biodiversité, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc c'est ce double deal là qu'on est en train de construire et qui est assez intéressant, parce que si on ne met pas nous d'argent sur la table, les pays en voie de développement vont bloquer. Ils vont à un moment donné arrêter d'être ambitieux sur les différents points de discussion. Donc avant l'été, il faudra qu'on dise quelque chose là-dessus pour qu'à la fin de l'année, on ait un accord ambitieux. Je veux peut-être ajouter un dernier point, et c'est un dîner auquel j'ai participé qui m'a beaucoup plu cette semaine, parce que on parle toujours de données scientifiques, désolé Jean-François, c'est très important, d'arguments scientifiques, des arguments aussi économiques évidemment émergent, et c'est tant mieux, qui démontrent que nous aurions plus à perdre économiquement à détruire la biodiversité qu'à la préserver. Donc ces données, ces études montent en puissance. Le dîner auquel j'ai participé, alors excusez-moi pour les laïcs dans la salle, c'était un dîner avec le Vatican, parce que nous étions à Rome, donc un dîner a été organisé entre des ONG, le Vatican et des négociateurs, et j'étais là. Et le Vatican nous a rappelé que, au-delà de ses considérants scientifiques et de ses considérants économiques, il y avait aussi un considérant moral, et que on peut, de manière très cynique, se dire qu'on peut détruire toute la biodiversité, vivre autour de nous avec uniquement des poulets, des cochons et des champs de céréales, on pourra à peu près s'en sortir peut-être. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Voilà. Et donc la question du droit moral à détruire le monde sauvage, il est posé, et je crois qu'il est utilement posé par le Vatican, et c'est important de rappeler que c'est aussi pour des questions morales qu'on veut éviter la catastrophe dans les prochaines décennies.